Les systèmes informatiques embarqués. Embarquer l'informatique dans les objets a beaucoup d'avantages. Simplifie leur fonctionnement, leur donner plus de possibilités d'usage et de sûreté, et leur permettre d'intégrer de nouvelles possibilités, mais à matériel constant, seulement par une simple modification de leur logiciel. Quelques repères historiques des avancées technologiques. Après avoir transformé les chaînes de montage des automobiles et les avions dans les années 90, l'informatique intervient maintenant dans des domaines toujours plus nombreux. L'automobile, les réseaux ferroviaires, les transports urbains, la domotique, la robotique, les loisirs, etc., conduisant à un nouvel Internet des objets. Relier le bon événement à la bonne date en faisant éventuellement une recherche sur le web. Première date, 1967. Cela commence par le premier système embarqué de guidage lors de la mission lunaire vers Apollo. Puis, 1971. Premier processeur produit par Intel. 1984. Sortie de l'Airbus 320, premier avion équipé de commandes électriques informatisées. 1998. Mise en service du métro informatisé sans conducteur Météor, ligne 14 à Paris. 1999. Introduction de l'expression Internet des objets par Kevin Ashton. Et enfin, 2007. Arrivée du smartphone. L'interaction homme-machine. Les systèmes embarqués sont des systèmes électroniques et informatiques autonomes, souvent en temps réel, spécialisés dans une tâche bien précise, capables d'acquérir une donnée, la traiter et la communiquer. Le terme désigne aussi bien le matériel, qu'on appelle le hardware, que le logiciel, software, utilisé. L'information provient soit des IHM, des interfaces homme-machine, soit des capteurs pour contrôler automatiquement ou manuellement le fonctionnement physique grâce à des petits actionneurs et transmettre des informations aux utilisateurs. Les IHM peuvent prendre donc différentes formes. Regardez la vidéo ci-contre et répondez ensuite aux questions qui suivent. Comment expliquer en quelques lignes ce qu'est une interface homme-machine ? Eh bien en fait, une interface homme-machine, c'est une interface utilisateur permettant de connecter une personne à une machine, ou à un système, ou à un appareil. Le flux d'informations à travers les IHM permet une interaction en continu entre l'homme et la machine. Quels exemples donner pour les IHM ? Eh bien, ça peut être un joystick entre la main et l'ordinateur et la console de jeu, soit des écrans directement intégrés aux machines, ou bien des écrans d'ordinateur. Ça peut être une tablette tactile, ou même un smartphone. Quel est selon vous l'IHM du futur ? Eh bien, il semblerait que les interfaces homme-machine n'aient plus besoin de contact physique. Donc, on peut très bien contrôler un objet par la vue, par la parole, ou même par la pensée. Le fonctionnement d'un système embarqué. Dans les systèmes informatiques embarqués, l'information provient soit de l'IHM ou soit de capteurs, pour contrôler automatiquement ou manuellement le fonctionnement physique par des actionneurs, aussi appelés actuateurs, et ensuite transmettre des informations aux utilisateurs. Le flux d'informations à travers les IHM permet ainsi une interaction continue entre l'homme et la machine. Mais le développement des logiciels embarqués est délicat,
car il pose souvent des questions de temps réel, c'est-à-dire de respect de temps de réponse imposé. Ceci conduit à des méthodes de programmation spécifiques. 3 définitions à bien retenir. Tout d'abord, qu'appelle-t-on un capteur? En physique, un capteur, c'est un dispositif qui permet d'acquérir une grandeur physique du monde réel, telle que la température, l'éclairement, la pression, etc., et de l'envoyer à un système qui y est relié. Qu'appelle-t-on un actionneur ou actuateur? C'est un dispositif tel que un petit moteur, une LED, un électroaimant, un buzzer, chargé d'agir sur le monde réel en fonction de l'information qu'il a reçue. Qu'appelle-t-on le temps réel? On dira qu'un système informatique s'exécute en temps réel s'il est assez rapide par rapport au phénomène contrôlé. Donc, dans l'algorithme de contrôle, tous les calculs doivent être terminés avant l'arrivée des valeurs suivantes sur les capteurs. On comprend la nécessité d'un bon programme rapide et efficace. Lire la vidéo, dont le lien est indiqué ici, qui s'intitule « Sous le capot de la voiture » de l'émission L'Esprit sorcier. Nos voitures possèdent déjà bon nombre de capteurs, tels que les capteurs de pression dans les roues, les capteurs de pluie pour les essuie-glaces, les capteurs de luminosité pour l'activation automatique de phares, mais la voiture autonome, elle, comporte beaucoup plus de capteurs, que l'on peut répertorier dans un tableau. La voiture autonome possède principalement des caméras, 7 exactement. Elle remplace les yeux du conducteur, analyse l'environnement, mais il y a quelques problèmes, car en cas de brouillard ou en cas de grand soleil, ces caméras peuvent être éblouies. La voiture autonome possède un radar, un frontal et d'autres aux 4 angles. Ces radars sont chargés d'émettre des ondes radio de fréquence à peu près 77 GHz. Ces radars sont chargés de détecter les objets lointains, de calculer la distance avec les autres objets suivants et les objets métalliques, mais malheureusement ils sont limités car ils sont aveugles concernant les petits objets. La voiture autonome possède aussi ce qu'on appelle des lidars, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. C'est un système de télédétection par laser, c'est-à-dire que ça n'a pas un dispositif qui mesure des distances. Des ondes sont émises et le logiciel, ou l'ordinateur, étudie la vitesse de propagation de ces ondes pour ensuite calculer les distances entre le véhicule et les objets environnants. Ce système permet de détecter des lignes sur le sol et des panneaux, mais ces lidars sont sensibles à la pluie et aux micro-obstacles. Et enfin, la voiture autonome possède toute une batterie de capteurs ultrasons. 6 à l'avant, 6 à l'arrière, 4 à droite, 4 à gauche. Ces capteurs sont chargés d'émettre des ultrasons pour calculer la distance des objets proches. Leur intérêt est de regarder en fait à courte distance, environ 3 mètres, et ils ne sont fiables que pour des faibles vitesses. Pour conclure et synthétiser, quelles sont les grandes étapes de la chaîne de traitement d'une voiture autonome? Eh bien, il y a tout d'abord la perception, ensuite l'intégration fusion des données,
la décision prise par le logiciel et ensuite la transmission de l'information aux utilisateurs ou aux actionneurs. Voilà pour cette première activité introductive sur les systèmes informatiques embarqués.